bienvenue. Cette vidéo est issue d'un live Twitch. Le lien de ma chaîne est en description. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont follow. Merci beaucoup. Encore merci pour les dons. Et merci pour les abonnements. Ce soir, nous allons reprendre la lecture Autre Monde, Oz. Chapitre 43. Compromission. Ambre recula. Ces hommes sont fous. Ils sont tous déments. Tous les bancs et même leurs chiens se tenaient figés face à l'horreur. Oz cherche le secret de l'immortalité, dit Tobias. Nous sommes dans la demeure d'un empereur tueur d'enfants. Qu'ils aillent se faire foutre, pesta Floyd. On prend le cœur de la terre et on se tire. Laissons-les crever. Qu'Anthropia les balaye. Dehors, les hommes passèrent en courant sous les fenêtres du palais. Matt crut d'abord qu'ils accouraient en renfort, mais leurs cris terrifiés trahissaient une fuite affolée. Il faut se dépêcher, coupa-t-il. Ça dégénère en ville. À ces mots, une des portes de la salle s'ouvrit en grand et des soldats entrèrent d'un pas décidé, suivis par des hommes en livrée de domestiques. Ils encadraient un individu de taille moyenne, mais à la corpulence adipeuse, entièrement chauve, les sourcils gris broussailleux, la bedaine pendante et les lèvres épaisses. Il arborait une tunique en soie vert sombre, brodée d'un haut en fil d'or. Prenez toutes les notes, clama-t-il, et cherchez aussi sur mon navire les derniers flacons obtenus. Dépêchez-vous, je veux être parti avant que... Il se figea en découvrant les intrus, et toute sa garde se précipita autour de lui. Une vingtaine d'hommes en tenue de combat. Qui sont ces jeunes? Demanda-t-il avec autant de surprise que de dédain. Mais je le reconnais, s'exclama Tobias. C'est le mec de la télé anglaise. Il est super connu. Matt et Floyd regardèrent Tobias. Toby, fit Matt, c'est l'empereur. Oz les toisait, un sourcil relevé. Votre Altesse, dit un page, ils m'ont tout l'air d'être les rebelles mentionnés par le corbeau en provenance de Meister Luganov. Garde, dit l'empereur, amenez-moi ces gamins. Les soldats prendirent épée et hache, et aussitôt les bancs dégainèrent, tandis que Torshan et Tian pointaient leurs bâtons. Merci. Bonsoir. Et Tian pointèrent leurs bâtons vers les Osdules. Les gardes hésitèrent, surpris par tant de détermination, puis chargèrent. Deux éclairs illuminèrent la pièce, tandis que les flèches sifflaient. Avant même d'atteindre les adolescents, 6 hommes s'effondrèrent. Plus
Gus, Zab, Marmite et Draco s'occupèrent des 6 suivants, pendant que Chunk, Safety, Nak et Colby se resserraient autour de leur maître pour protéger leurs flancs et leurs arrières. Matt accueillit le cynique qui lui fonçait dessus du plat de sa lame et lui expédia un puissant coup de coude dans le nez qui se solda par des os brisés et un blessé de plus à terre en train de gémir. Le temps de se retourner, il vit une hache s'abattre sur lui et para le coup in extremis avec la pointe de son épée. Sa force lui permit de repousser le soldat d'un coup de rein et l'acier de l'épée fendit l'air pour entailler le cou de l'homme. Matt était couvert de sang. Floyd, de son côté, esquiva une attaque et, se servant de son élasticité, allongea le bras pour planter son poignard dans la cuisse du soldat qui tomba à genoux en hurlant. Un autre voulut le prendre par le côté, mais il reçut 2 éclairs, des chloropamphiles, en même temps, et il s'effondra, de la fumée sortant de son homme. Tobias abattit les 2 derniers d'une flèche dans l'œil, avant qu'ils puissent même lever leur masse d'armes. Oz et sa suite étaient médusés. Les 20 éléments de la garde impériale gisaient sur le parquet. La bataille n'avait pas duré 30 secondes. Matt leva sa lame en direction de l'empereur. « Nous sommes là pour ton âme, s'exclama-t-il. « Qui êtes-vous » demanda le gros homme sans peur dans les yeux. Ambre glissa dans sa direction. « Le cœur de la terre est là, dit-elle, derrière lui. » Elle désigna un accès au fond de la salle, et Oz ne s'écarta pas. Il resta sur son chemin. « Qui êtes-vous » insista-t-il. « Vous n'êtes pas comme les autres. » Matt s'approcha d'un pas attentif, quêtant les pages en livret qui n'avaient pas bougé. Il voulut repousser Oz du bout de son épée, mais au moment de le toucher, sa lame s'envola de ses mains et alla se planter dans le parquet 3 mètres plus loin. « J'ai dit, qui êtes-vous » fit l'empereur avec la même assurance. Matt n'en revenait pas. Une force prodigieuse. Il aurait dû s'y attendre. Oz prenait de l'élixir. L'adolescent voulut se jeter en direction de son arme, mais il décolla à son tour et fila droit sur les lustres de bougies pour s'empaler sur les bras d'acier lorsqu'une force contraire l'arrêta en plein vol. Ambre. Oz tourna la tête vers la jeune femme. « Tiens, tiens, dit-il plus amusé qu'étonné. Et d'un geste de la main, il la propulsa contre un mur où elle s'encastra avec fracas avant de retomber violemment sur le sol. Lâché de toutes parts, Matt retomba de 6 mètres pour venir se briser les os sur le parquet. Mais Plume sauta pour le saisir dans sa gueule et amortit la chute. Matt roula et s'échoua contre une paillasse.
laisse pas. Vous êtes ses émissaires, au contraire, ses ennemis. Du sang coulait des narines sur le menton de Matt qui s'approchait d'Ambre. Elle battait des paupières en revenant à elle et se tenait l'épaule. Laissez-nous accéder à l'énergie lumière, ajouta Matt, et nous vous libérerons de cette force. Nous vous protégerons. Ambre attrapa le bras de Matt. Ce sont des sauvages, murmura-t-elle. Es-tu sûre de vouloir les sauver? Ce sont des êtres humains, avant tout. Ils peuvent changer. Des cris terrifiés parvenaient de la rue à mesure que la brume s'installait. Votre Altesse, implora un page, il faut partir. Nous devons quitter la cité avant qu'il soit trop tard. Il est déjà trop tard, s'écria Matt en fixant l'empereur. Nous sommes cernés. Entropia est là, et les forces qui l'animent assiègent votre palais pour y voler cette boule d'énergie que vous proclamez votre âme pour impressionner vos sujets. Mais elle est à moi, répliqua l'empereur sèchement, et je compte bien ne jamais la partager avec personne. Cette entité ne vous laissera pas le choix. Même vous, qu'avez d'élixir jusqu'à exploser, vous ne pouvez lutter contre elle. Regardez votre armée. Où est-elle? Combien de temps a-t-elle tenu face à Entropia? Quelques heures, quelques minutes. Comme pour souligner les propos de Matt, un homme hurla au pied des fenêtres avant que son râle cesse d'un coup, fauché en pleine terreur. Le regard d'Oz commençait à changer. Votre Altesse, fuyons, insista le page. Oz désigna un balcon en haut d'un escalier de bois. Monte et dis-moi si le chemin est dégagé. Le page devint livide et voulut envoyer un de ses collègues, mais l'empereur le poussa. Monte, t'ai-je dit, toi et personne d'autre. Le page, effrayé mais obéissant, monta les marches et, après une hésitation, ouvrit la fenêtre pour sortir sur le balcon. Dans la brume, il se pencha pour tenter de distinguer la rue, mais se tourna et leva les bras au ciel pour signifier qu'il ne voyait rien. Une ombre fusa dans la purée de bois et le page disparut d'un coup, ne laissant qu'un flot de sang qui s'envola dans son sillage. D'autres hommes hurlaient à l'extérieur. Toute la ville était la proie de la brume d'Entropia. Des ombres de monstres inquiétants passèrent devant les fenêtres. À travers le brouillard, il pouvait distinguer le rouge sang qui se répandait partout dans Casteldos. Oz prit une profonde inspiration. Et toi, Amat? J'ai tenté bien des expériences sur cette énergie, confia-t-il, sans jamais parvenir à l'exploiter. Que croyez-vous pouvoir en faire de si salvateur? Vous l'avez vu, nous ne sommes pas tout à fait comme les autres
se collèrent aux fenêtres, immondes et menaçants avec leurs mandibules. Les pages de l'empereur reculèrent en se lamentant tout bas. « Comment ?» demanda l'empereur. « En absorbant l'énergie du cœur de la terre. Si vous ne nous laissez pas faire, cette entité là-dehors le fera, que vous le vouliez ou non. » Le tonnerre se rapprochait et claquait partout autour du palais. Les insectes firent fondrir leurs ailes et le verre des fenêtres commença à se craqueler. Oz baisa la tête pour couler à Matt un regard sournois et cruel. « J'imagine que je n'ai guère le choix, n'est-ce pas ?» Elle s'écarta pour filer vers la porte du fond. Chapitre 44. Le cœur de la terre. Le cœur de la terre tournait lentement sur lui-même, au milieu d'une salle qui, autrefois, avait été un important centre de décision humain et qui n'était plus qu'un hall de fauteuils et de banquettes en cuir. La boule de lumière d'environ 3 mètres de diamètre flottait tel un mini soleil blanc. Dès qu'elle entra, Ambre sentit ses cheveux se dresser comme s'ils flottaient dans l'eau, et la jeune femme ferma les yeux un court instant pour savourer la caresse de l'énergie pure qui l'entourait. Dorjan et Diane mirent aussi un genou à terre. Ils étaient face à leur divinité, l'âme de la terre. En voyant cela, Oz sembla perdre une partie de sa méfiance et quitta ses pages pour entraîner lui-même Ambre vers la sphère de vapeur concentrée. Matt suivait, prêt à dégainer son épée si l'empereur tentait quoi que ce soit. C'était un homme gavé d'élixir, saturé des altérations des autres. Il était devenu puissant, capable de tous les tuer. Mais s'il levait encore une fois le petit doigt sur Ambre, Matt en était certain. Il lui trancherait la gorge avant qu'il ne puisse utiliser la moindre de ses facultés. D'étranges ombres défilaient maintenant derrière les fenêtres dans la brume, le tonnerre et les derniers cris des hommes. Depuis combien de temps le ciel rouge vous menace-t-il ? Demanda Tobias à l'empereur. Tout est allé très vite. Il y a 3 semaines, nos éclaireurs et nos messagers sont revenus du nord paniqués, proclamant que le monde disparaissait. Les villes ont été englouties les unes après les autres, sans que nous ayons de nouvelles. Et les nuages rouges sont arrivés en un rien de temps jusqu'à Casteldos. Nous n'avons pas eu le temps de rassembler notre armée, et j'ai refusé de fuir jusqu'au dernier moment.
Tobias se pencha vers Floyd. Pourquoi le cœur de la terre ne réagit-il pas face aux adultes et s'emballe avec les enfants? Questionna-t-il. Comment veux-tu que je le sache? Parce qu'il ressent la pureté, l'innocence. C'est à Ambre qu'il faut le demander. Ambre, Matt et Tobias, qui connaissaient les capacités du cœur de la terre déjà présent en Ambre, sentaient à quel point le moment était crucial. Tout pouvait prendre fin à la seconde, mais il pouvait également sceller une alliance avec les adultes, sauver des milliers de vies. Absorber les trois cœurs de la terre que la tempête avait dispersés sur toute la planète donnait à Ambre assez d'énergie pour accomplir de véritables miracles. À commencer par défier Gegel. Pour le détruire, Ambre en avait souvent parlé. Elle pressentait qu'il s'agirait de sacrifice, de sacrifier cette énergie contre lui, pour l'annihiler, pour l'annuler. Bonsoir, merci. Non. Aurore Thérapie, bonsoir. Merci. Coucou. Ambre en avait souvent parlé. Elle pressentait qu'il s'agirait de sacrifier cette énergie contre lui, pour l'annihiler, pour l'annuler. Il était un Elsé destructeur qui s'était reformé par hasard sur la planète. Un des fruits du chaos. L'énergie des cœurs de la terre serait l'autre poids de la balance. Ambre aurait voulu disposer des droits pour s'assurer d'être à la hauteur, pour ne pas prendre de risques. Mais Entropia était déjà sur eux et il n'avait plus le choix. Tout allait se décider cette nuit, dans un sens ou dans un autre. La vérité de leur vie, de leur trajectoire, se dévoilait ce soir. Oz était fasciné par ce qu'il contemplait, tout comme les pans. Seul Matt se concentrait sur les mouvements de l'empereur, incapable de faire confiance à un cynique, même désespéré. Personne ne prêta attention à la petite boule ronde aux cheveux, la petite bouille ronde aux cheveux en bataille qui passait dans le dos de tout le monde. Le petit prince sortit un poignard de sa ceinture. Dehors, les éclairs balayaient la ville, projetant les ombres de tous les monstres d'Entropia par flash à travers les fenêtres. Soudain, le palais tout entier gronda. La pierre se mit à trembler. Le parquet grinça, comme s'il allait se tordre et exploser. Puis, toutes les fenêtres volèrent en éclats, projetant des milliers de débris tranchants dans les airs. Et des éclairs rouges entrèrent en balayant le plafond. Des 1000 pattes géants avec des têtes affreuses, pleines de crocs, semblables à des requins, sortirent de la brume pour glisser sur les poutres au-dessus des têtes, suivis par des plates monstrueuses, grosses comme des motos, et des araignées encore plus énormes. Tout ce petit monde colonisait le plafond par dizaines, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un centimètre de bois visible.
capuchons rabattus sur le vide de leur visage anonyme, des gants de cuir et de fer posés sur la garde d'épées et de haches immenses, des tourmenteurs, et dans leurs ombres une autre forme humanoïde, semblable à ses émissaires, un être dont chaque souffle expirait une fumée noire toxique à la démarche lourde, inébranlable. Gagal, murmura Tobias du bout des lèvres. Lorsque sa cape s'ouvrait, tous pouvaient distinguer le plastron d'acier rouillé, de fils électriques dénudés, de fragments de circuits imprimés, et parfois même de morceaux d'articulation en plastique. Il entra avec son escorte impitoyable, et Matt se tourna vers Ambre. « Maintenant, hurla-t-il. La jeune femme ouvrit la bouche pour absorber le cœur de la terre, et celui-ci se mit à tourbillonner plus vite. Le sifflement devint de plus en plus aigu, mais un pan jaillit dans sa direction, le poignard levé. Randy abattit son arme pour transpercer le cœur d'Ambre. Matt assista à toute la scène, mais il s'était tellement focalisé sur l'empereur qu'il était trop loin pour agir. Il vit la pointe étinceler dans la brillance de la sphère et s'abattre sur Ambre sans que lui ou ses compagnons puissent agir. Chapitre 45. Sacrifice. Le bras de l'empereur saisit celui de Randy au dernier moment, mais l'adolescent vit apparaître une seconde lame dans son autre main, et malgré tous ses pouvoirs, Oz n'eut pas le temps de réagir. Sa gorge s'ouvrit comme un film plastique tranché par une lame de rasoir. Toute sa vie se déversa alors sur la plaie béante, sous le regard tétanisé de ses pages. Il tomba à genoux, dans la tentative désespérée de retenir le sang qui le fuyait. Randy profita de la stupeur générale pour saisir Ambre et l'arracher à la puissance du cœur de la terre. Il la souleva du sol, témoignant d'une force inattendue pour un garçon comme lui, et la jeta sur le côté. Les volutes de fumée blanche se détachèrent de ses membres et retournèrent dans la sphère tournoyante. Randy fit volte-face, juste à temps pour voir Matt le charger. L'épée étincela dans l'air avant de s'abattre sur son visage, si rapidement que Randy n'eut pas le temps de se protéger. Une lame noire s'interposa au moment de l'impact, engendrant un bouquet d'étincelles. Un tourmenteur se dressait à présent entre Matt et Randy. Il semblait prêt à tout pour le défendre, mais n'attaqua pas Matt. Matt recula pour se désengager du combat en secouant la tête. « Pourquoi tu nous fais ça, Randy? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a promis, hein ?» Randy fit un pas sur le côté pour distinguer son adversaire. « Qui ça, il? Tu veux parler de... Oh, de... moi peut-être ?» Randy se pinça le ventre et soudain ses vêtements craquèrent tandis qu'il gagnait 30 centimètres et changea de morphologie.
La stupéfaction coupa les jambes de Matt, qui se sentit incapable d'agir. 10 fois, j'aurais pu vous vendre aux hommes d'Oz, 10 fois, mais j'ai attendu patiemment mon heure. Et regarde ce qui s'en vient. Mon triomphe, petit, ma revanche et mon salut. L'empereur roula sur le côté, les yeux vitreux, et la main sur sa gorge béante retomba. Oz était mort. Ses pages demeurèrent paralysées par la consternation. Le buveur d'innocence ouvrit les bras pour sentir le cœur de la terre et s'adressa à la silhouette encapuchonnée qui attendait sur le seuil. Gaggle, voici ce que vous attendiez tant, le cœur de la terre et la fille. Il montra Ambre de son autre main, le rictus du vainqueur aux lèvres. Gaggle approcha de son pas lourd et déterminé et vint se positionner face à la sphère qui brillait de mille feux au centre du hall. L'énergie source, dit-il d'une voix à la fois gutturale et étrangement numérique, comme s'il s'exprimait à travers un appareil électronique. Ses cordes vocales n'étaient pas naturelles, rien en lui ne l'était. Il n'était qu'une créature entièrement synthétique jusque dans ses fonctions essentielles. N'oubliez pas notre accord, lui rappela le buveur d'innocence. Vous avez votre énergie source. En échange, vous tuez les gamins et me laissez gouverner l'Europe. Toute l'Europe. Le reste du monde est à vous. La grande capuche noire de Gaggle pivota vers le buveur d'innocence. D'abord l'énergie source, dit-il de sa voix étrange. Ensuite, les Rebrook éteindront les inertiens. Et le pouvoir, insista le buveur d'innocence, en tendant l'index vers Gaggle. Je veux le pouvoir. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 cœurs de la terre. Si vous voulez le 3e, je veux l'Europe entière. Moi seul peux vous conduire à la 3e énergie source. Matt comprit alors quel était le plan du buveur d'innocence. Il savait que le testament de Roche était à bord du vaisseau-vie. Il allait s'en emparer pour guider Gaggle. Il avait tout préparé, tout manigancé, tranquillement, depuis l'intérieur. Bonsoir, Chalmer. Le pouvoir pour toi, inertien, concéda Gaggle en levant les bras vers la sphère de lumière. Celle-ci se mit alors à ralentir peu à peu. Dehors, le tonnerre grondait toujours autant et le plafond grouillait de ces bestioles dégoûtantes. Les 2 tourmenteurs qui escortaient leur maître restaient immobiles. Mais Matt savait qu'au moindre geste suspect, il s'altiverait et détruirait en un instant toute gêne. Ils étaient prisonniers, incapables d'agir. Ils allaient devoir regarder Gaggle boire le monde sous leurs yeux et triompher. Le cœur de la terre était presque à l'arrêt. Il ne sifflait plus. Sa lumière ne palpitait plus. Gaggle souffla une fumée noire dans sa direction, et lorsqu'il inspira, des volutes de fumée blanche commencèrent à s'arracher de la sphère pour disparaître dans la capuche. « Non !» cria Ambre en se relevant.
Aussitôt, un tourmenteur tendit la main vers elle, et des fils de ténèbres jaillirent de son gant comme des fouets pour lui lacérer les jambes et la projeter au sol. Matt serra la poignée de son épée entre ses doigts. Tenter quelque chose maintenant était suicidaire. Il le savait, et il tremblait de rage. Il vit l'énergie du cœur de la terre baisser en intensité à mesure que Gaggle la buvait. Matt devina que le processus n'était pas le même qu'avec Ambre. Elle s'ouvrait au cœur de la terre pour l'accueillir, tandis que Gaggle le dépeçait pour le dévorer. Ambre absorbait pour ensuite se servir de toute cette puissance en la conjuguant à la sienne, là où le maître d'Anthropia fondait l'énergie du monde pour la refaçonner à sa manière, selon ses critères, pour se rendre plus puissant. C'était un processus irréversible. Gaggle était en train de détruire le cœur de la terre. Ambre voulut se relever, et les fouets claquèrent de nouveau. Elle se tordait de douleur en pleurant. Les chiens baissèrent la tête, comme s'ils craignaient la suite, ou, par respect pour cette forme de vie suprême qui mourait là, devant eux. La luminosité tomba dans le grand hall. Peu à peu, le cœur de la terre se déroula comme du papier, et Gaggle le but goulûment. Il n'y eut plus rien. C'était fini. Gaggle venait de tout prendre, tout dévorer. Anthropia allait gagner en puissance. La pénombre avait gagné le hall. Seuls demeuraient les reflets rouges, pesants. Tous étaient accablés, résignés. En assistant à la mort du cœur de la terre, chaque être vivant avait perdu une partie de lui-même. Une flamme s'était éteinte. L'espoir. Gaggle leva les bras au ciel, et soudain, une onde de choc balaya l'assemblée, comme si une force invisible explosait en lui, et tout le monde fut renversé. L'onde traversa le palais, puis toute la ville. Gaggle était en train de devenir le maître du monde. Il était figé par la transformation. Ses émissaires aussi, coupés de leur commandeur au contact suprême. Floyd leva son épée devant lui. Lui le battant, lui le guerrier, n'abdiquait pas, jamais. Jusqu'à la folie, jusqu'au sacrifice, Floyd ne baissait jamais les bras. Matt, tu dois sortir Ambre d'ici, dit-il. Tu dois l'emmener le plus loin possible. Quoi, Floyd? Qu'est-ce que... Le long marcheur se retourna brusquement et frappa de toutes ses forces le dos du tourmenteur qui veillait sur Ambre. Maintenant, hurla-t-il. Le monstre encaissait le coup en lâchant un hurlement rauque, et tous les bancs bondirent comme un seul homme, comme s'il s'agissait du signal qu'ils attendaient. Le second tourmenteur fit tournoyer sa hache gigantesque, et Marmite le mordit au cou. Il n'en fallut pas plus à Matt pour rouler jusqu'à Ambre, l'aider à se relever et la jeter sur le dos de Gus qui accourait. Gaggle était encore immobile, saturé par l'énergie qui se répandait en lui. Matt vit une lame noire foncer vers lui. Il savait que par une telle puissance,
lui brisait le crâne d'un poing d'acier, gros comme une masse. Matt fut soulevé. L'impact lui coupa le souffle et il réalisa, en sentant les poils sous ses mains, que c'était Plume. Elle venait de l'arracher à la mort et Matt se hissa sur le dos de son chien. Tobias tira 6 flèches avant que le tourmenteur ne puisse se retourner, mais cela ne le ralentit pas. De son côté, l'autre émissaire d'Andropia avait déjà sauté pour barrer le chemin à Ambre et Gus. Floyd surgit entre ses jambes et planta son arme dans le plastron du monstre. L'impact fut assez violent pour le déstabiliser, mais pas assez pour l'empêcher de tendre le bras et de saisir Ambre par les cheveux au moment où elle filait devant lui. Floyd enfonça alors son poignard jusqu'à la garde. Le répit fut mince, mais suffisant pour qu'Ambre puisse passer sur son chien. Ses cheveux glissèrent entre les doigts de cuir et d'acier du tourmenteur qui gronda de rage. Il leva sa hache et fit payer à Floyd le prix de sa témérité. Floyd venait de sauver Ambre, et sa tête se décolla de ses épaules. Elle s'envola dans les airs. Non, hurla Matt, non. La rage lui fit commettre une folie. Il sauta du dos de Plume, fit tournoyer son épée au-dessus de lui pour rendre impossible toute parade et libéra toute sa colère, sa frustration, sa détresse dans un seul coup. Son altération se décupla sous l'effet de l'émotion. Le gant du tourmenteur fut sélectionné. L'épée dansa de nouveau pour, cette fois, s'enfoncer dans le cœur. Le tourmenteur s'immobilisa, les bras ouverts. Sa hache s'échappa de ses doigts et elle a frappé lourdement le sol. Matt hurlait toujours. Il fixait le centre du capuchon vide avec toute la haine du monde dans le regard. Lorsqu'il dégagea sa lame du plastron tressautant du monstre, Matt était passé de l'autre côté. Il ne réfléchissait plus. Débordé par ses émotions, il frappait. Il bougeait pour tuer. Il était devenu une machine de guerre. Les insectes commençaient à se détacher du plafond pour tomber sur les bancs, et Matt ne leur laissa aucun répit. Il taillada, transperça, mutila tout ce qui passait à sa portée. Il s'épuisait à semer la mort et le chaos autour de lui, et il en perdit sa lucidité, son attention, jusqu'à ne plus voir venir le danger. Mais d'un coup de tête, Plume renversa le scorpion au moment où son dard se plantait au niveau du cœur, dans le dos du garçon. Les yeux du grand chien cherchèrent ceux de son maître. Il y avait plus de bienveillance dans ses prunelles que dans la plupart de celles des hommes. Quelque chose de presque maternel. La chienne plia les pattes pour inviter Matt à grimper sur son dos. Elle réalisa qu'il était en train de perdre le contrôle. Il aperçut le corps de Floyd à ses pieds. Sa tête avait roulé un peu plus loin. Il ne pouvait plus rien faire, c'était fini. Le long marcheur avait donné sa vie pour sauver Ambre. Il fallait que ce sacrifice ait un sens. Il fallait aller jusqu'au bout, donner raison à Floyd.
Ce fut rapide, presque instantané, et jamais Matt ne regretta d'avoir fait demi-tour. Il mourait avec la satisfaction d'avoir été juste jusqu'au bout. Il comprit que ce geste allait lui coûter la vie. Lorsque deux éclairs embrassèrent l'air sous ses yeux et repoussèrent le tourmenteur, la lame passa à quelques centimètres du visage de Matt. Darshan et Diane, leur tir accompli, firent sauter leur chien hors du palais par une des fenêtres brisées. Le hall n'était plus qu'un vaste chaos. Les pages tentaient de s'enfuir en courant. Le buveur d'innocence s'était brisé, s'était abrité dès les premiers coups échangés. Gaggle se remplissait, assimilait plus d'énergie qu'il n'en avait jamais eu, et le tourmenteur qui se tenait encore debout frappait dans tous les sens, ivre de colère. Gus sauta hors du palais depuis le balcon. Jen, Tania et Dorine suivirent la voie montée par les deux chloropamphile et bondirent avec leurs chiens par les fenêtres. Matt fit prendre son élan à plumes et écharpa deux autres insectes au passage et se prépara à foncer pour fuir lorsqu'il sentit que Gaggle sortait de sa stase. Il baissa les mains. C'était maintenant ou jamais. Le tourmenteur se dressa alors entre Plume et la fenêtre. L'épée contre le flanc, paré pour l'affrontement. Matt comprit qu'il n'avait pas le temps et plus l'énergie de le terrasser. Le voyage à Casteldos se terminait ici. Gaggle allait les réduire en poussière d'un instant à l'autre. Dès qu'il aurait recouvré toutes ses facultés, mais un être ne l'entendait pas de cette oreille. Un être qui venait de voir son maître se sacrifier. Un être qui, sans se poser de questions, fit le choix de suivre l'exemple de celui qui l'avait toujours aimé. Marmite lança ses 300 kilos de muscles et de poils sur le tourmenteur. Ses griffes s'accrochèrent à ses épaules, pendant que ses crocs se refermaient sur le capuchon de toile. Le tourmenteur bascula sous le choc, entraîné par le poids de l'animal. Plume n'hésita pas une seconde. Elle sauta jusqu'au rebord de la fenêtre, et tandis que Marmite donnait sa vie pour retenir le tourmenteur, les deux derniers pans jaillirent à l'air libre. Dans la rue, au milieu de la brume, les chiens couraient à toute vitesse pour fuir la mort sous le ciel rouge crépitant d'éclairs. Des ombres étranges se dessinaient depuis les impasses, d'autres s'accrochaient aux façades des immeubles. Des créatures effrayantes qui n'avaient pas le temps de déplier leurs pattes ou de cracher leur venin, surprises par la vitesse de ces quadrupèdes. Ils galopaient pour sauver ce qu'il restait d'espoir, des lambeaux d'espoir. Chapitre 46. À en perdre haleine. Plume, Gus, Zap, Chunk, Draco, Safety, Nag et Colby. Ils fendaient la nuit, infatigables, pour la vie de leur maître, pour fuir ce qu'ils avaient senti dans le hall, pour la mémoire de Floyd et Marmite. Les rares créatures qui se mirent en travers de leur chemin
laissant le ciel rouge derrière eux. Ils rejoignirent une forêt sans fin par le biais d'une route et continuèrent sans ralentir jusqu'à ce que Casteldos soit loin derrière eux. Les pans voulurent obliger leur monture à se reposer après plusieurs dizaines de kilomètres, craignant qu'ils ne se tuent à l'effort. Mais les chiens refusèrent, se contentant de courtes haltes pour boire dans les ruisseaux et repartir à un train d'enfer. Dorchan les guidait en se repérant aux étoiles. Il les conduisait vers le sud-est, vers l'estuaire, en espérant que le vaisseau vie les attendrait là. Toute la nuit, les chiens donnèrent leur maximum, puisant leur force au fond d'eux-mêmes, au bord de l'évanouissement. Ils parvinrent à l'estuaire avec l'aube, dont les premiers rayons de soleil illuminèrent la mer, pellicule d'or flottant à sa surface. Ce spectacle réchauffa un peu les cœurs meurtris des pans épuisés. Ils arrivèrent au pied du détour qui gardait l'entrée du fleuve, et personne ne voulut faire dans le détail. Une dizaine de flèches accueillirent les gardes, puis une onde de choc colossale, comme une bombe explosant au pied de l'édifice, percuta la tour qui se fissura de toutes parts. L'instant d'après, elle s'effondrait sur elle-même dans un tourbillon de poussière et de cris apeurés. Matt s'occupa des 3 gardes sur la jetée, tandis que Tobias alignait ceux qui pêchaient au bout du quai. Avant même que les soldats de l'autre tour comprenaient ce qui se passait, une galère prenait le large avec 6 pans et 2 chloropamphile à bord. Ils la manœuvrèrent tant bien que mal vers la haute mer, et Tobias grimpa au mât principal pour faire la vigie. Le vaisseau-vie était si imposant qu'ils n'eurent aucune peine à le repérer au large des côtes. Puis, plus ils s'en rapprochaient, plus les pans à bord s'agitaient en espérant que les guetteurs du vaisseau-vie n'aient pas à les confondre avec un navire de guerre hostile et les attaquer. Dès que la galère fut près de l'immense coque de noix, des trappes de chargement s'ouvrirent et des échelles de cordes ainsi que des monts de charge descendirent à leur niveau. Orlandia, entouré de son état-major chloropamphile, les attendait. Matt pointa son doigt vers le trait sombre qu'il pouvait distinguer au nord. Il faut éloigner le vaisseau-vie de la côte dès à présent. Quelle direction? Matt contempla ses compagnons, couverts de sang séché, de grâce, de plaies et de bleu. Leur regard était lourd, chargé de détresse. Nous rentrons chez nous. Ambre posa la main sur le torse de Matt. Matt, dit-elle, nous n'avons plus de chez nous. Le temps de rentrer, Eden sera englouti par Andropia. Ils ont gagné, Ambre, ils ont gagné. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et il y en a un autre, le 3e cœur de la Terre. C'est là que nous devons aller. Matt prit une profonde inspiration. Maintenant que Gagel a aspiré celui de Casteldos, il est devenu plus puissant. Tu ne pourras rien lui faire. Avec 2 énergies comme celle-ci, peut-être que si, tu y perdras la vie. Sentant qu'il allait
ce défilé, Ambre le retint. Si nous ne faisons rien, nous mourrons tous. Matt baissa le regard. Je sais que tu ne veux pas me perdre, ajouta-t-elle, mais nous devons agir. Nous n'avons plus le choix. Matt ferma les paupières, puis acquiesça. Éloignons-nous des côtes, finit-il par ordonner. Cette nuit, nous tracerons le chemin jusqu'au 3e et dernier cœur de la terre. Il redressa le menton pour faire face à Ambre. Si tu dois périr en affrontant Gaggle, je mourrai avec toi. Elle lui prit les mains. Chapitre 47. Le plan. Le navire s'approchait lentement du vaisseau-vie. Le soleil venait de se coucher. La plupart des bons à bord étaient soit en train de dîner, soit en pleine digestion. C'était le meilleur moment. Colin veillait à la manœuvre d'approche. Personne ne leur avait tiré dessus. C'était bon signe. Il avait appliqué à la lettre toutes les consignes de son maître, le buveur d'innocence. Arrivé par l'arrière du vaisseau-vie, c'était là qu'il y avait le moins de postes de surveillance et le plus d'angles morts entre les vigies. Merci. Ouais. À la prochaine alors. Ah, tu t'abonnes. Attends. Je suis un peu loin. Tu t'abonnes. En espérant pouvoir prendre une histoire au début, un de ces soirs, ouais. Je suis bientôt à la fin là. Je vais prendre un nouveau livre. Mais c'est la suite. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait espérer que le respirateur à bord avait fait son travail, neutraliser les guetteurs susceptibles de les voir. Sinon, le plan tomberait à l'eau. Tout avait été savamment orchestré. Une préparation méticuleuse rendue possible par les oiseaux morts de Gaggle. Discret, obéissant et rapide, Colin n'avait jamais perdu le contact avec son maître. Il avait suivi ses moindres pérégrinations, depuis la Cité Blanche jusqu'à Casteldos, et tout s'était coordonné d'ici grâce à Colin, entre son maître et leur espion à bord du vaisseau-vie. Un plan parfait. À l'heure qu'il était, Matt, Tobias et leurs compagnons de malheur étaient morts, et Ambre avait été dévorée par Gaggle. C'était parfait. Colin éprouva un serrement de cœur.
trop sur ce coup-là. Si l'espion n'avait pas été efficace, Colin tomberait entre les mains de ceux qui l'avaient trahi plusieurs fois et pourrait alors craindre le pire. La proue du bateau se rapprochait de la coque de noix. Une trappe se souleva au-dessus de leur tête et Colin se frotta les mains. C'était leur espion. Il allait les guider dans le labyrinthe du vaisseau-vie jusqu'à la salle du testament de roche. Pour qu'ils s'en emparent, Colin guetta le visage qui les attendait. C'était bien l'espion. Le buveur d'innocence avait été clair à son sujet. Il fallait le laisser à bord, ne pas le perdre, le prendre. Il ne servirait à rien ensuite. Éliminer toute trace. Colin respira à plein poumon l'air de la mer. Il était prêt à accomplir sa mission. Il se retourna et vit dans son dos les 8 tourmenteurs qui attendaient son signal. Avec eux, Colin se sentait invincible. Chapitre 48. Pluie de feu. Matt avait dormi 12 heures d'affilée. Il se réveilla, Ambre contre lui. Le sommeil avait été comme une fuite pour ne plus avoir à penser, pour ne plus revoir la tête de Floyd se détacher de ses épaules, pour ne plus songer à Gaggle et à la fin de leur espoir. Il avait eu du mal à s'endormir, mais lorsqu'il avait lâché prise, ça avait été pour de bon, un long repos sans rêve. Matt réveilla Ambre d'un baiser sur la joue. Ses paupières se soulevèrent et elle le fixa avec un sourire. « Tout n'est pas perdu, lui dit-elle tout bas. Il hocha la tête. Il lui faisait confiance. Il le fallait. Ils s'habillèrent en constatant qu'il faisait déjà nuit et se rendirent dans la salle du testament de roche juste à côté. Quand il entra dans la pièce, ses sens se mirent en alerte. Il sentit quelque chose d'anormal. Il retint Ambre. « Va chercher mon épée et mon gilet, » lui murmura-t-il. « Qu'y a-t-il ? Dépêche-toi. » La porte était éraflée et il flottait dans l'air quelque chose d'inhabituel. La mort, ça sent la mort. Ambre revint avec ses affaires. Matt passa le gilet en Kevlar et entra, l'épée à la main. Il ne vit personne, mais les alcôves étaient sombres et quelqu'un pouvait s'y cacher. Ce fut Ambre, dès qu'elle mit le pied dans la chambre du testament de roche, qui perçut l'aura anthropique. Des tourmenteurs. Ils sont venus ici. Je les sens encore. Matt se tourna aussitôt vers la pierre du testament. Elle n'était plus là. Ses phalanges blanchirent autour du cuir de son épée. Pourquoi sommes-nous encore vivants alors ? Demanda-t-il, les mâchoires serrées. Parce qu'ils ne nous savent pas à bord. Matt secoua la tête. Ça ne leur ressemble pas de laisser le navire intact. Il se prépare quelque chose, dit-il en gagnant une fenêtre. De là, il ne distinguait que la nuit et le flanc sud du navire. Le plancher se mit à trembler. Un bourdonnement monta des entrailles du vaisseau-vie.
saute, s'écria Ambre. Pas longtemps, les murs sont remplis de liquide inflammable. D'ici quelques minutes, nous serons au milieu d'une fournaise. Ambre se releva en se servant de son altération et Matt s'appuya au mur. Rassemblons le maximum de personnes autour de moi, dit-elle. Toby. Ils sortirent en se cramponnant aux parois et prirent un escalier pendant que Pan et Chloramponphile sortaient de leur cabine en hurlant, terrorisés. Une langue de flamme jaillit au bout du couloir, emportant avec elle plusieurs portes de cabine. L'étage au-dessous, cria Matt en entraînant Ambre vers un autre escalier. Le navire tout entier fut secoué de soubresauts. Matt et Ambre perdirent l'équilibre. Un mur explosa devant eux, transformant tout le passage en brasier. Matt refusait d'aller vers le mont de charge. Il risquait de s'y retrouver coincé. Ils empruntèrent une passerelle qui traversait un puits de lumière haut de près de 100 mètres, éclairant le bateau sur tous les niveaux. Une boule de feu apparut en bas et se mit à grimper à toute vitesse vers les deux adolescents alors qu'ils n'étaient qu'à mi-chemin. Ambre se concentra et attrapa Matt entre ses bras. Les flammes se jetèrent sur eux et Matt serra Ambre contre lui. Mais il ne ressentit aucune douleur, tout juste une chaleur très forte qui disparut dès que la boule de feu les eut dépassés. Ambre les regardait. Elle l'avait protégé avec le cœur de la terre. Si les tourmenteurs sont encore à bord, ils savent où nous sommes désormais, dit-il. La boule de feu parvint au sommet du puits de lumière et fit exploser la verrière d'en haut. Une pluie de débris tranchants s'abattit sur la passerelle, et cette fois, Ambre n'eut pas le temps de créer une bulle autour d'eux. Leurs bras, leurs épaules, leur dos et leurs crânes s'ouvrirent comme un fruit trop mûr. Mais ils pouvaient courir. Ils descendirent un niveau. Une nouvelle explosion les jeta contre le mur. Cette fois, Ambre se cogna la tempe et s'effondra, sans connaissance. Matt la prit sur ses épaules pour fuir. Partout, les murs craquaient, les flammes se faufilaient, quand ce n'était pas une sorte de lave en fusion qui creusait les planchers et se mettait à couler des plafonds. Matt l'esquivait. La moindre goutte traversait un pan de part en part, le tuant sur le coup. L'air se faisait de plus en plus chaud, étouffant. Autour de lui, on hurlait de panique, sans comprendre ce qu'il se passait. Certains restaient prostrés dans un coin, et le feu venait les dévorer brusquement. Dans l'horreur, ils se bousculaient, se marchaient dessus, cherchaient à gagner la surface pour respirer, ou les profondeurs, dans l'espoir d'y rejoindre un moyen d'évacuation. Le vaisseau-vie s'était transformé en fournaise, un véritable enfer. Des geysers de feu transpercèrent le plancher devant Matt, le forçant à faire demi-tour et à chercher un autre chemin. Il faisait son maximum pour protéger Ambre des jets bouillants qui surgissaient un peu partout et parfois devait s'exposer à sa place, se brûlant les bras, les jambes. Son gilet en Kevlar lui avait protégé les côtés et le dos à plusieurs reprises. Il trébuchait
trébucha, tomba, s'écorcha et évita les assauts de l'incendie pour atteindre la cabine de Tobias. La porte était ouverte sur un brasier tel que Matt dut se couvrir le visage pour repousser la chaleur suffocante. Toby, non, Toby, hurla-t-il. Une nouvelle explosion le mit à terre et Ambre lui échappa des bras. Il était désespéré. Matt cria une voix familière. Tanya et Jen accoururent pour l'aider à se relever et prit Ambre contre lui. « Où est Tobias ?» demanda-t-il, paniqué. « C'est trop tard, Matt, » dit Tanya au milieu des flammes. « Nous n'avons rien pu faire. C'était déjà comme ça quand nous sommes arrivés. » Matt secoua la tête. « Il y a un balcon au bout du couloir, » dit Jen. « Il faut sortir. Sinon, dans peu de temps, nous mourrons intoxiqués par la fumée. » « Nous ne sortirons pas de là, » dit Matt. Tanya le gifla. « Ne dis pas ça, pas toi, pas après tout ce que nous avons vécu. Qui de nous? Sors-nous de là, tu m'entends? » Matt la voyait, mais le sens de ces mots ne parvenait pas jusqu'à son cerveau. Des visages, des souvenirs, des émotions le firent réagir quand Tanya hurla par-dessus le grondement de l'incendie. « Pour Elliot, pour Maya, pour Floyd, ton ami Floyd, jusqu'au bout tu dois te battre, jusqu'à la mort. » Matt silla. Il sentit le corps d'Ambre contre lui. Pour elle, pour les autres. Sans plus réfléchir, il se releva et prit la direction indiquée par Jen. La fumée devenait dense. Ils se mirent à tousser. Leurs poumons se remplissaient de morts. Des poutres barraient le passage rongé par le feu. Matt déposa Ambre et attrapa la plus grosse. Sa peau émit un chuintement au moment où il la touchait, et Matt évacua la douleur de la brûlure en criant de toutes ses forces, tandis qu'il arrachait la poudre du sol pour la renverser sur le côté. Il répéta l'opération avec la seconde, et la voie fut dégagée. Le navire trembla encore. Des explosions se multiplièrent dans ses entrailles. Les 4 adolescents enfoncèrent une porte qui s'était coincée sous le choc, et ils débouchèrent sur un large balcon sous les étoiles. Ils tombèrent à genoux et aspirèrent tout leur soul d'oxygène frais. De là, ils purent assister à la destruction du vaisseau-vie au gré des boules de feu qui surgissaient de sa coque à chaque déflagration. Matt remarqua que toutes les voiles étaient au vent, haut dans le ciel. Les pétales géants les entraînaient à pleine vitesse vers la côte. Dans une manœuvre désespérée, comprenant que le bateau était condamné, Orlandia avait orienté le vaisseau-vie vers la France, qui était le plus près, pour donner une chance aux survivants. Matt vit des dizaines et des dizaines de pans se jeter à l'eau. Eux-mêmes étaient perchés trop haut pour leur balcon, plus de 70 mètres, et trop loin du rivage pour espérer survivre. Pendant plus de 20 minutes, les 3 pans assistèrent à la destruction du dernier morceau de leur monde. Chaque détonation propulsait un peu plus le navire vers le fond, envoyait les flammes conquérir les étages supérieurs. La chaleur devint insupportable, et Matt comprit qu'ils allaient devoir passer par-dessus bord. De cette hauteur, ils allaient se fracasser contre la mer, mais ils ne tenaient plus. Ambre ouvrit les yeux et
s'assit en sueur. Toby, demanda-t-elle. Matt serra les dents et fit non de la tête. Alors Ambre les attrapa tous et les serra contre elle. Le bâtiment cédait de partout. Des flammes avaient conquis le pont supérieur. Elles rongeaient les câbles, les voiles, et les voiles s'envolèrent, les unes après les autres. Un craquement assourdissant déchira la nuit, et le vaisseau-vie s'ouvrit en deux. Cette fois c'était terminé. Ambre prit son inspiration, et toute son énergie se mêla à celle du cœur de la Terre. Une énorme explosion désagrégea la coque, et le plan sur lequel se trouvait Ambre, Matt, Tanya et Jen se détacha en morceaux pour sombrer dans la mer. Leurs organes se soulevèrent tandis qu'ils chutaient, et brusquement ils perçurent une enveloppe autour d'eux, comme une membrane invisible, une fine couche qui les liait tous. La chute fut terrifiante et l'impact fulgurant. Matt perdit connaissance et en heurtant l'eau. De cette hauteur et à cette vitesse, c'était comme se jeter sur du béton. Dans le ciel, des milliers de pièces du vaisseau-vie fusaient en brûlant, semblables à des météorites, et le gros du navire ressemblait à une braise formidable. Et il y en avait partout, et en quelques secondes, tout disparut, englouti par la mer. Chapitre 49. Les autres. Sa tête entrait et sortait de l'eau, portée par la houle. Il avait froid. Il respirait mal. Matt ne parvenait pas à reprendre connaissance. Chaque fois qu'il revenait à lui, c'était pour sentir le sel de la mer lui brûler les lèvres, les yeux, et son esprit repartait aussitôt. Il ne garda que le souvenir du froid, intense, interminable. Puis il s'enfonça dans quelque chose de dur. Les vagues lui léchaient les jambes. Quand il parvint à se réveiller, il enfonça une main dans le sable de la plage et constata que le soleil s'était levé. Il y avait des débris partout, sur la mer, sur la plage, et d'autres corps comme lui, étendus, sans vie. Il essaya de s'asseoir. Il éprouvait un sentiment d'urgence. L'embrasement du vaisseau-vie avait dû être visible depuis des kilomètres à la ronde. Les cyniques n'allaient pas tarder, mais le monde vacilla et il retomba face contre le sable. Il rouvrit les yeux en entendant des voix. Il songea aussitôt aux Hostules, mais se rendit compte qu'elle parlait anglais. Et il y avait d'autres survivants que lui. Matt se mit sur les coudes et essaya de se lever. Mais il retomba en gémissant, le corps meurtri. Et il y en a un autre ici, s'écria quelqu'un. C'était une voix d'adolescent. Tous les pans et chloropamphiles du vaisseau-vie n'étaient donc pas morts. Une petite boule de chaleur inonda la poitrine de Matt. Ambre. Et les images de la cabine de Tobias, ravagée par les flammes, lui enfoncèrent une pique en plein ventre. Combien avaient survécu?
les corps. En haut, entre les dunes, les chariots, des chariots et des chevaux attendaient. Matt vit un chien trempé sortir de la mer. Aidé par plusieurs garçons, il reconnut Draco, le Golden Retriever, que montait Tania à Casteldos. Deux jambes se plantèrent devant lui. Il tendit la main pour qu'on l'aide à se relever. Ce n'était pas quelqu'un qu'il connaissait. À bord du vaisseau-vie, Pan et Chloropamphile lui étaient, pour la plupart, familiers. Il en avait recruté beaucoup personnellement. Peu de visages lui étaient inconnus. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il avec difficulté. Ses lèvres gercées par le sel craquèrent. « Piotr, » répondit le garçon, avec un accent qui le faisait rouler les airs. Matt tenta de se lever, mais la douleur remonta du dos jusqu'au cerveau, et elle retomba inconscient. Il revenait à lui dans le balancement et les grincements d'un chariot. Le ciel bleu, moucheté de nuages blancs, défilait lentement. Il était étendu au milieu de tonneaux, de caisses et de sacs, repêchés de l'épave. Il s'agrippa à l'un des sacs en toile et se hissa. Le chariot fila entre les dunes, conduit par deux adolescents qu'il n'avait jamais vus. Un troisième était assis à l'arrière, près de lui, et il reconnut le brun au visage sévère qui l'avait aidé sur la plage. Piotr. Qui êtes-vous ? Demanda-t-il. Il est réveillé, demanda une fille à l'avant. Piotr s'approcha de Matt et l'invita à se rallonger. Repose-toi, tu n'es pas en état. Où m'emmenez-vous ? Chez nous. Non, il faut. Matt fut transpercé de nouveau par la douleur. Repose-toi, je te dis, insista Piotr. Tu seras en sécurité là-bas, mais c'est une longue route. Mes amis, il y a d'autres charrettes comme nous. Qui êtes-vous ? Piotr lui tendit une gourde d'eau. Nous sommes des fantômes. Piotr eut un léger sourire. Nous sommes les fantômes de l'Empire, précisa-t-il. Vous êtes des enfants, des adolescents, dit Matt. Vous êtes des esclaves. Non, nous sommes le cauchemar d'Oz. Nous sommes ceux qui ne veulent pas se soumettre. Les autres, la rébellion. Matt cessa de boire et fixa Piotr. Je croyais que vous n'existiez pas. C'est ce que les Osdules voudraient croire. Mais nous sommes réels. Mes amis étaient avec moi sur le bateau. Est-ce que vous avez retrouvé beaucoup de survivants comme moi ? Notre groupe a été repêché. On a repêché une dizaine. Et une ambre parmi vous, parmi eux. Piotr secoua la tête. Non, je suis désolé. Et il y a d'autres groupes comme vous. Oui, la plage est longue. Et il y avait encore plus de corps pas loin. Peut-être que mes camarades
plus de sécurité dans ce monde désormais. Parce que tu connais pas notre territoire, c'est loin, à plus de 2 semaines de marche, mais tu verras, tu seras protégé. Matt ferma les paupières, il souffrait. Il ne parvenait ni à réfléchir, ni même à parler. Nous vous emmenons à Neverland, ajouta Piotr. Matt ignorait ce qu'était cette terre si sûre, mais en cet instant précis, il sut qu'il ne pouvait exister d'endroit que le buveur d'innocence, et surtout Anthropia, ne pourrait conquérir. Les pans avaient perdu le testament de Roche. Gaggle avait assimilé le cœur de la terre, et désormais, Matt était seul. Non, il ne connaissait pas Neverland, mais ses derniers espoirs s'étaient envolés cette nuit. Alors il s'enfuit